Salut Victor. Salut Christophe, Merci d'avoir accepté mon invitation pour Salesforce pour les nuls. avec plaisir. Donc ça faisait quelques temps déjà que je t'avais contacté pour voir si on pouvait pas faire une vidéo assez didactique sur la formation Salesforce et avec pas mal de demandes là récurrentes qui me viennent. Voilà, on a un peu accéléré les choses et je suis vraiment ravi que tu acceptes de nous donner un petit peu de ton temps pour nous expliquer un petit peu les principales choses à savoir sur la formation Salesforce. Avec plaisir. Pour commencer, je voudrais te demander de te présenter déjà, d'une part. Ouais, pas de souci. Donc, Victor Kessler, j'ai démarré ma carrière dans l'informatique. Alors, je sais pas si je donnais mon âge, mais bon, j'ai 32 ans. 31, pardon. J'ai démarré ma carrière. Ouais. J'ai démarré ma carrière en tant que commercial. J'ai passé 7 ans à être commercial dans des grosses boîtes américaines. J'ai commencé en Irlande en tant que commercial sédentaire et puis après à Paris dans une très grosse boîte qui s'appelait EMC, qui a été rachetée depuis par Dell. Pour l'anecdote, c'est le plus gros rachat de l'histoire de la tech. Personne ne le sait parce que personne ne connaissait cette boîte, mais ça reste le plus gros rachat historique, 67 milliards. Et donc, je suis resté 5 ans. J'espère que tu avais des parts. Bon, non, tu sais, j'avais pas grand-chose. Et en fait, en 2017, j'ai quitté donc ce premier job dans lequel j'ai fait pas mal de fonctions et j'ai pas mal évolué pour Salesforce, où j'ai rejoint les équipes donc commerciales de Salesforce à Paris, où je m'occupais de proposer Salesforce à des organismes parapublics, enfin très spécifiques, qui sont liés à la formation professionnelle, qui sont les OPCAS, qui s'appellent maintenant les OPCO, qui financent donc la formation professionnelle en France, et en fait qui utilisent Salesforce pour leurs besoins internes, pour gérer. Alors on ne parle pas de relations clients, mais on parle de relations adhérents, et pour gérer l'ensemble de leurs relations adhérents. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans dans les équipes à Paris et je dirige donc depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi, début 2019, ISDI en France. D'accord. Donc j'imagine dans ton premier travail de commercial, tu travaillais sur Salesforce. Dans mon premier travail de commercial, alors je travaillais sur Salesforce, oui. EMC puis Dell, c'est un des plus gros clients Salesforce, je crois, dans le monde. Je travaillais sur Salesforce classique. D'accord. Forcément à l'époque, jusqu'à ce que je rejoigne Salesforce en 2017, où j'ai découvert cette fameuse version Lightning. Mais oui, je n'ai jamais cessé de travailler sur Salesforce depuis maintenant une dizaine d'années que je travaille. D'accord. Alors, parle-nous un peu d'ISDI. Que fait ISDI? Je crois que c'est une société, tu vas nous dire déjà, c'est une société qui n'est pas française, c'est ça? Ouais, alors ISDI, c'est un groupe espagnol fondé à Madrid en 2009. ISDI s'est fondé en 2009 comme une business school spécialisée dans les métiers du digital, avec vraiment pour ambition, il faut se remettre en 2009 sur un marché espagnol déjà un tout petit peu moins mature que le marché français. On est dans un contexte économique un peu différent. En 2009, on sort ou on est en pleine crise de 2007-8, donc c'est un marché particulier. On sait que l'Espagne a quand même été beaucoup plus touchée et impactée par la crise que nous en France. On se remet aussi dans un contexte où on parlait finalement assez peu encore de transformation digitale. 2009, moi j'étais en pleine école de commerce et j'entendais quasiment jamais parler de transformation digitale. Et donc ISDI a été fondé à cette époque-là avec pour ambition de former les professionnels à la transformation digitale, c'est-à-dire de leur apporter les compétences et les connaissances qui vont leur permettre de mener les transformations digitales dans les organisations. Et donc ISDI s'est fondé en créant des programmes type Executive Master en fait, à destination des professionnels uniquement, et qui sont nativement et spécialisés sur le digital. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rajoute pas des cours sur le digital dans les programmes existants comme l'ont fait l'ensemble des écoles de commerce historiques partout dans le monde, mais on crée des programmes avec des méthodos nativement agiles, avec des cours dès le début sur le modèle économique des GAFA, qu'est-ce que c'est la transformation digitale, quelles sont les méthodologies derrière, qu'est-ce que ça implique comme changement de processus, de mindset, d'organisation,
pour les entreprises, etc. Et ça, c'est le premier ADN d'ISDI. Le deuxième ADN d'ISDI, c'est de construire des programmes de formation professionnelle exclusivement avec des professionnels qui sont en poste. C'est-à-dire que quand tu vas chez ISDI à Madrid faire un master, tu n'as absolument aucun cours académique, tu n'as que des cours par le patron de Google, le patron d'un fonds d'investissement espagnol, le directeur marketing de Airbnb en Espagne, etc., etc. Et donc, c'est ça la valeur qu'a construit ISDI dès le démarrage. Et pour la faire courte, parce que c'est pas le sujet, depuis 10 ans, ISDI s'est largement développé, géographiquement au Mexique d'abord. Alors, à Barcelone d'abord, de Madrid à Barcelone, c'est assez facile, c'est 2 heures de TGV. Et puis au Mexique ensuite, par une proximité assez naturelle, culturelle. Et puis aux États-Unis, avec la création de 2 séminaires, un en partenariat avec Harvard, un en Silicon Valley, plutôt orienté start-up, et maintenant en France. Et c'est aussi développé en développant bien évidemment l'offre de programmes de formation B2C, en développant une offre de programme de formation B2B, en développant une fondation, et puis aussi un incubateur de start-up qui s'appelle Impact, qui est reconnu comme dans le top 10 de l'Union européenne des incubateurs de start-up, qui accompagne pas mal d'appels à projets de l'UE sur le sujet. Et voilà, donc ISDI, c'est aujourd'hui un grand groupe multinational d'une 120-130 personnes dans le monde et assez installé et vraiment le spécialiste de la transformation digitale. En 2018, pour faire le lien avec Salesforce, ISDI a créé un partenariat avec Salesforce à la suite de toutes les annonces IDC, en fait, de création de jobs dans l'écosystème Salesforce. Et en fait, si Salesforce veut créer ces fameux 154 000 emplois dans l'écosystème d'ici 2024 en France, 3,2 millions, je crois, dans le monde, bah forcément, on doit accompagner la création de ces emplois. Et qui dit accompagner la formation des emplois, dit former les personnes. Que ce soit former des individus qui cherchent une reconversion professionnelle ou former les individus, les salariés dans les entreprises, etc., etc. Et donc, ISDI a créé un partenariat avec Salesforce en 2018 et a ouvert la France dans ce partenariat. Et en 2 mots, donc on est partenaire officiel et agréé de formation Salesforce. On est l'un des plus gros partenaires officiels en Europe. On est agréé en Espagne, en France, au Portugal, en Italie et en Amérique latine, notamment au Mexique. Donc voilà, avec vraiment un ADN international. Et donc, on accompagne l'écosystème Salesforce dans leur montée en compétences, dans sa montée en compétences, et dans le passage notamment des certifications en utilisant le contenu officiel de Salesforce, que Salesforce nous autorise et nous mandate à délivrer sur le marché français pour préparer aux certificats. Mais dois-je comprendre qu'il se dit finalement, alors peut-être qu'en France, c'est que Salesforce finalement, mais qu'en Espagne ou au Mexique, ça va former sur d'autres environnements technologiques? En fait, en France, pour l'instant, on s'est construit autour de l'écosystème Salesforce. D'accord. On a développé notre offre produit autour de pas mal de plateformes technologiques autour de Salesforce, comme Insideboard, comme Celonis, bien évidemment Mulsoft, Tableau. Demain, j'espère Slack. Donc, on s'étend à travers l'écosystème, mais aussi d'autres plateformes proches de Salesforce. Mais c'est vrai qu'en Espagne et au Mexique, on est avant tout une école de commerce. Enfin, j'aime pas dire qu'on est une école de commerce, mais on est l'équivalent d'un service executive education d'une école de commerce. Et donc, on forme les professionnels sur des programmes vraiment longs de 9 mois. Tu peux faire chez ISDI un master en marketing automation dans lequel tu passeras des certifs Salesforce. Et tu peux aussi faire un master en data analytics, par exemple, où tu verras du Google, tu verras du Tableau, tu verras du Power BI, tu verras d'autres choses. Et à la fin, tu sors avec un master reconnu par l'Espagne. Le grade de master, c'est quand même plus particulier en France, mais tu sors avec un master et comme si tu allais faire un executive MBA à HEC, sauf qu'on ne fait pas un MBA, on fait un master en Internet Business. Ouais, sachant qu'en plus en France, on a quand même un système de formation professionnelle qui est un peu particulier, on va peut-être en revenir. Mais tout à l'heure, tu parlais justement de l'étude réalisée par IDC là, en 2019 qui annonçait 154 000 emplois à horizon, je ne sais plus. 2024, ben voilà, ça tombe bien, on est en 2021, donc on est pile. Est-ce qu'on est sur cette tendance annoncée ou un peu plus, ou avec la crise, ça a accéléré? J'en sais rien, j'ai pas du tout la réponse. C'est une étude faite par IDC avec Salesforce. Je suppose qu'ils vont publier. Je crois que l'étude elle a 1 an ou 2, donc je crois que régulièrement ils publient des updates. Donc il faudrait voir quand est le prochain update de cette étude. Est-ce qu'il aura lieu cette année ou l'année prochaine? Enfin, j'en sais rien et donc je suis pas capable de suivre. Ce qui est certain, c'est que
et je pense que tout le monde le voit dans l'écosystème, Ouais. que ce soit les clients, que ce soit les partenaires, que ce soit les freelances qui sont sollicités, que ce soit les individus qui cherchent et qui trouvent des jobs assez facilement. Ce qui est certain, c'est que Salesforce a une dynamique incroyable sur le marché français et que si on en croit en tout cas les chiffres qu'on a, c'est-à-dire les chiffres de la croissance de Salesforce qui sont annoncés trimestriellement, la croissance de Salesforce dans le monde est incroyable. On peut assez naturellement estimer que la croissance de Salesforce en France est similaire. Je crois que Salesforce ne publie pas les chiffres en France, mais voilà, par une règle de 3, on peut se dire qu'elle est plus ou moins celle de la croissance de Salesforce et que Ouais. donc l'écosystème Salesforce grandit chaque jour. Ouais, ça c'est certain. Et par rapport à ça, justement, les postes, est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu as une vision un petit peu, toi, d'où tu es, des postes les plus demandés en ce moment sur le marché? C'est super difficile de répondre parce que forcément, j'ai pas une vision agnostique du sujet et il faudrait peut-être interroger des recruteurs, etc. Ce qui est sûr, c'est que il y a des opportunités chez tant les clients de Salesforce, les gens en termes de type d'employeur, si tu veux. Ouais. Il y a d'une part les clients de Salesforce qui montent des centres d'excellence ou qui recrutent des administrateurs Salesforce, etc. Et chaque semaine, chaque mois, il y a toujours plus de clients de Salesforce en France et dans le monde. Et l'autre sujet, l'autre type d'employeur, c'est les partenaires de Salesforce. Eh oui. Et d'une part, chaque année, il y a des nouveaux partenaires qui se montent. Et puis, même les gros partenaires existants et qui ont une place critique sur le marché et importante sur le marché, ils recrutent aussi chaque année. Donc pour des personnes qui, je précise, excuse-moi Victor, voilà, pour des personnes qui connaîtraient pas trop l'environnement Salesforce, c'est à eux qu'on parle. Donc, quand on parle de partenaires, ça peut être des intégrateurs, donc des gens qui vont qui mettent en place, qui mettent à disposition d'entreprises des consultants ou des développeurs pour implémenter Salesforce dans la société. Ça peut être aussi des éditeurs, donc des gens qui vont créer des outils qui vont être natifs dans Salesforce, qu'on va retrouver par exemple sur l'App Exchange. Et puis après, ça peut être des freelances. Est-ce que tu vois d'autres partenaires que j'aurais oubliés? Non, c'est en grande majorité des intégrateurs, des partenaires qu'on appelle donc intégrateurs, qui vont effectivement implémenter Salesforce chez les clients et être impliqués sur les projets et mener les projets avec les clients. Et en fait, dans partenaires intégrateurs, il y a des typologies d'entreprises extrêmement diverses. Il y a bien évidemment les très grands de sociétés de services du marché et des pure players Salesforce. En passant au milieu par des sociétés de taille plus modeste, des groupes de 500, 1000, 2000 personnes qui sont pas aussi grands que Accenture ou Capgemini, mais avec des BU plus grandes que des pure players du marché. Donc il y a vraiment tout type d'entreprise. Il y a bien évidemment aussi les freelances on sait que l'écosystème Salesforce comprend beaucoup de freelances qui proposent leurs services aux entreprises et aux partenaires. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que ça regorge d'opportunités, qu'il y a un dynamisme qui est là, qui ne faiblit pas. On le voit tous les jours et toutes celles et ceux qui sont dans l'écosystème peuvent l'observer et que donc il y a des opportunités à saisir dans les années à venir. Donc toi, tu parlais d'Isdi comme à la fois travaillant sur le B2B et le B2C. Donc concrètement, tu vas travailler avec ces partenaires en B2B pour faire monter en compétence on les accompagne équipes. Aujourd'hui, le cœur de notre activité, c'est vraiment d'accompagner soit les partenaires dans le développement de leur expertise sur Salesforce, c'est-à-dire qu'un partenaire, ce qui l'intéresse, c'est de développer bien évidemment son expertise pour la faire valoir auprès de ses clients, développer son expertise en termes de nombre de consultants certifiés ou développer son expertise sur des clouds, des solutions différentes de Salesforce. Donc, on accompagne un certain nombre de partenaires en France et à l'étranger sur le développement de leur practice Salesforce, leur expertise. Donc, ça peut être formation de nouveaux collaborateurs et le passage de nouvelles ou le passage de nouvelles certifications sur des clouds récents. On vient de faire une formation la semaine dernière sur Velocity, par exemple, donc Omni Studio, donc ce qui a intéressé quelques partenaires. Et aussi, on forme aussi beaucoup les clients de Salesforce Voilà, qui ont besoin intéressant. qui ont besoin de compétences
pour tout ce qui est petites tâches d'administration du quotidien. Ça, je pense que ça parle beaucoup aux gens qui suivent ce blog, puisque souvent j'ai des gens qui m'interpellent en disant bah voilà, mon patron il a mis Salesforce dans ma boîte, je me retrouve un peu démuni parce qu'en fait je suis pas formé. Comment je peux faire? Alors souvent je vais les renvoyer vers Trailhead. Première chose, c'est tu crées ton compte Trailhead. Déjà je pense que c'est la base, mais souvent ces gens me demandent d'être accompagnés et tout ça. Est-ce que c'est des gens qui peuvent faire appel par exemple à SD pour être accompagnés? Alors, il y a deux questions dans ta question. Donc, ouais. pour la première question, nous, si tu veux, on conseille à l'ensemble des clients de Salesforce, mais 100%, quelle que soit la taille, ça ne s'adresse pas. L'idée reçue voudrait que ce soit que les gros clients, mais même une petite start-up, une petite TPE, PME qui vient d'implémenter Salesforce, comme tu dis, mon patron vient de l'implémenter. Souvent, il y a un petit projet d'intégration fait par un partenaire sur les fast start à quelques jours pour le démarrage. Mais derrière, on conseille à 100% des clients de Salesforce d'avoir au moins un administrateur Salesforce qui soit formé, qui soit pourquoi pas certifié, parce que ça va venir valoriser aussi les compétences du collaborateur et de l'administrateur Salesforce. C'est quand même important. On sait que la certification de Salesforce administrateur, elle a une valeur sur le marché Salesforce. Donc, nous, on conseille à tous les clients Salesforce de se former et de se certifier pour être autonome sur l'ensemble des petites tâches d'administration. Ça ne veut pas dire être autonome sur tous les projets un peu complexes, mais ça veut dire, voilà, mon patron me demande de rajouter un champ dans un lead ou dans une opportunité, ben, je sais le faire. Et mon patron en a marre parce qu'il sait qu'il veut que le champ soit en haut à gauche plutôt qu'en haut à droite. Ben, ça, je sais le faire. Je sais créer des nouveaux utilisateurs parce que forcément, la vie de l'entreprise fait qu'on intègre des collaborateurs. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent. On sait créer des droits, voilà, parce qu'on ne veut pas donner la visibilité à tout le monde. Donc ça, on s'adresse, et c'est là où on s'adresse effectivement beaucoup aux clients de Salesforce, tant les petits qui ont besoin de former un administrateur, ou les gros clients, les clients du CAC 40 qui veulent former toute une DSI à administrer Salesforce. Et ça sur Salesforce, mais aussi sur Pardot, sur Marketing Cloud, sur Analytics, etc. D'accord. Et donc là, le financement de ça, est-ce que, par exemple, l'entreprise peut faire appel à l'OPCO pour financer ce type de choses? Par quel dispositif? Est-ce que c'est le plan de formation? La réponse est oui. Mais je pense qu'il faut, enfin, si on se remet un point en arrière, effectivement, une fois qu'on dit il faut former un collaborateur sur Salesforce, comment on peut le faire? Effectivement, première manière de former Salesforce, c'est la plateforme Trailhead. Trailhead, c'est une plateforme absolument incroyable, qui est gratuite, qui est ouverte à tous, qui est ludique, qui est gamifiée. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo pour ceux qui ne connaissent toujours pas. Voilà, trailhead.com, tout le monde s'amuse, qui est hyper accessible. Le plus jeune, Salesforce a fait une vidéo il y a 2 ans sur Germain, qui est le plus jeune Trailblazer, qui a 14 ans, voire même potentiellement avant, s'est mis à Trailhead. Donc, c'est vraiment top. Et surtout, ça a effectivement le mérite d'être gratuit et de pouvoir, et que la personne, vous pouvez vous former au fil de l'eau. C'est-à-dire, j'ai 2 heures par-ci par-là, je me forme à Salesforce au fil de l'eau, etc. Donc ça, c'est la première solution. C'est la première solution. Maintenant, certaines personnes, et en fait, vraiment n'y voyez aucun jugement de valeur, etc. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est une alternative. Préfèrent ou souhaitent avoir une formation avec quelqu'un qui leur explique. Quelqu'un qui leur explique, quelqu'un qui les accompagne pour faire des exercices, et quelqu'un qui simplement sous forme de classe, une forme de formation probablement un peu plus traditionnelle dont on a un peu plus l'habitude. Et là, c'est là où nous on rentre en jeu et on propose des formations de non pas Trailhead mais de Trailhead Academy. Nous sommes en fait officiellement Trailhead Academy Authorized Training Provider, c'est-à-dire que Salesforce a construit du contenu de Trailhead qu'ils ont construit et fabriqué pour pouvoir être délivré dans une classe. D'accord. En présentiel ou alors en distanciel, mais en fait, il y a quelqu'un qui donne ses cours, quoi. Que la classe soit présentielle ou distancielle, c'est une classe pour être délivrée par un formateur qui a été validé par Salesforce. C'est-à-dire que Salesforce a dit « Ok, Christophe, tu peux être formateur de Trailhead Academy. » C'est un processus très long et très complexe, mais qui valide la qualité de la classe et du contenu. Et en fait, Salesforce, de la même manière que sur Trailhead, le met à jour régulièrement en fonction des releases, etc. Et ça, nous, c'est ça qu'on propose à l'écosystème, entre autres, c'est ce contenu officiel de Trailhead Academy. Et il en existe quasiment un par certification, admin, etc. Et ça, donc effectivement, par définition, comme déjà c'est Salesforce, c'est nous qui le proposons.
C'est donc les Authorized Training Providers qui le proposent. C'est par un formateur, donc ça, c'est effectivement payant. Et c'est effectivement payant. Et pour en venir à ta dernière question, c'est effectivement payant. Il y a des différents tarifs publics sur notre site web et sur le site d'ailleurs de Trailhead auquel tout le monde a accès. Et en France, ces formations sont finançables par l'OPCO, donc l'opérateur de compétences de l'entreprise qui finance la formation. Alors, selon des critères qui sont définis par la branche, donc c'est un système extrêmement complexe et c'est pas le moment pour l'expliquer. La formation française est une jungle. Voilà, donc l'entreprise les gens puissent savoir un petit peu, est-ce qu'ils peuvent aller voir leur patron en disant ça peut être intéressant, pourquoi pas le faire financer par l'OPCO. Des fois, les patrons ne sont pas forcément au courant. Voilà, les services RH et formations sont tous au courant. Les patrons sont au courant, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous aussi, on accompagne, on conseille les clients sur les modalités de financement. La seule, et par contre, pour anticiper une question que tu dois souvent recevoir et que nous-mêmes, on reçoit énormément, ces formations ne sont pas finançables par le compte personnel de formation, ce qu'on appelle le CPF, ce qui s'appelait avant le DIF. On a beaucoup entendu parler avant le 30 juin parce qu'il fallait convertir ces crédits. Je crois que c'est repoussé. Je crois que c'est repoussé. C'est pas finançable par le CPF. Pour des raisons administratives, il faudrait que la certification Salesforce soit enregistrée au sein du ministère du Travail. Donc, Salesforce y travaille. D'accord. On travaille avec Salesforce, nous, pour que ce soit finançable, mais c'est un processus extrêmement long et donc ce ne sera pas le cas avant 2022, si ce n'est 2023. Donc, voilà, mais en tout cas, on est dessus. C'est une information qui est intéressante parce que je pense que ça peut vraiment… Alors, je n'ai pas de conseil à donner à Salesforce ni à son environnement de formation, mais en France, avec le CPF, je pense que ça pourrait booster la formation sur Salesforce. Non, on en est conscient, mais c'est un processus très, très complexe. Donc, on travaille dessus avec eux depuis déjà pas mal de temps. Bon, j'avais plein de questions par rapport à tout ce que tu viens de dire, mais un truc qui n'est pas forcément lié à Salesforce, mais qui est lié à la formation interne, qui est un domaine qui m'intéresse. Moi, j'ai été aussi directeur administratif, donc c'est des choses qui me parlent. Est-ce que tu ressens au sein des entreprises françaises une volonté de faire monter un peu en compétence des gens en interne, ou plutôt toujours cette volonté d'aller chercher à l'extérieur des compétences qui parfois pour Salesforce ça s'avère difficile, quoi. C'est une question assez complexe et assez politique d'ailleurs. En fait, la formation, selon les sociétés, elle peut être vue. Ce qui est sûr et certain, c'est que la formation doit être vue par les entreprises comme un investissement. Donc comptablement, c'est pas un investissement. Et d'ailleurs, il y avait eu un amendement, je crois, il y a 2 ans à l'Assemblée nationale qui avait été refusé, mais pour que la formation puisse passer en dépenses d'investissement dans les entreprises. Exactement. Mais c'est un investissement. C'est aussi presque un devoir des entreprises. Alors, ça l'était dans le Code du travail. Je ne sais plus juridiquement ce que c'est devenu, mais en fait, c'est un investissement et c'est avant tout une nécessité. C'est-à-dire qu'en fait, la clé du marché du travail de demain, c'est la capacité que les collaborateurs ont à s'adapter à un nouvel environnement. Et en fait, notre capacité d'adaptation, elle a tous été d'ailleurs mise à l'épreuve, pas plus tard qu'il y a 1 an, où on a dû tous s'adapter, changer de manière de travail, travailler chez nous, trouver une organisation dans nos vies personnelles, nos vies professionnelles qui commencent à se mélanger, etc. Et en fait, c'est sûr qu'il y a des mutations économiques qui sont réelles et peu importe leur direction, et que donc le monde du travail évolue avec les mutations économiques de la société. Et donc, si le monde du travail évolue avec les mutations économiques, nous, les travailleurs, les collaborateurs, les salariés, les actifs, en fait, tout simplement, au sens large du terme, doivent pouvoir évoluer avec ces mutations économiques. Et donc, la formation est un moyen, parce que c'est pas naturel pour tout le monde de passer d'un métier à un autre. Et les métiers évoluent, en fait. Et les métiers évoluent, et donc la formation doit permettre l'évolution des métiers. C'est-à-dire que la formation, ce n'est rien d'autre que faire passer un actif d'un set de compétences, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire qu'on a tous un panel de compétences, quelle que soit la personne. On a un panel de compétences A, et en fait, on souhaite passer à un panel de compétences B. Alors après, on souhaite passer à un panel de compétences B parce qu'on n'aime plus le métier qu'on avait et avec lequel qu'on faisait avec nos compétences A.
ou parce que donc on souhaite se reconvertir, parce que nos compétences nous permettaient de faire des métiers qui sont en train de disparaître, ça peut arriver. Et c'est ça la clé des mutations économiques, c'est qu'en fait, des métiers disparaissent, mais d'autres métiers réapparaissent. Donc, comment on anticipe ces mutations? Comment on anticipe? On sait que une partie des métiers, je ne sais plus les chiffres, mais qu'une partie des métiers de 2020 n'existaient pas en 2010. Ouais. Et probablement que les métiers de 2021, là, aujourd'hui, n'existent pas. Enfin, les métiers de 2030 n'existent pas encore en 2021. Donc, comment on forme et comment on accompagne. Et voilà, donc en fait, on apprend de nouvelles compétences pour évoluer personnellement. Mais comment toi, c'est vraiment une question très subjective, c'est ton feeling, c'est comment toi tu aperçois un petit peu les dirigeants d'entreprise? Est-ce qu'elles ont tendance à faire confiance dans leurs équipes, même pour te donner un cas concret, une personne, voilà, dans une entreprise qui n'a pas forcément de background tech, est-ce que maintenant les gens moi, je crois que ont tendance à donner leur chance. Je crois que les entreprises ont compris que la transformation digitale, enfin, c'est plus un débat, c'est-à-dire que il y a plus de sujet sur la transformation digitale. Et il n'y a plus de sujet non plus sur le fait que la transformation digitale, elle doit forcément s'appuyer. Enfin, je crois qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse à ta question, mais la transformation digitale, elle doit s'appuyer sur des gens qui connaissent le métier de l'entreprise, c'est-à-dire des gens en interne. Voilà. Et c'est aussi pas forcément des gens, des geeks. Non, mais en fait, c'est toujours un équilibre. Je pense qu'un chef d'entreprise, il a conscience que forcément, il doit s'appuyer sur des gens qui connaissent son métier, donc qui sont là dans l'entreprise, et puis aussi faire rentrer du sang neuf, comme on dit. C'est pas forcément mauvais pour une entreprise, c'est même louable d'avoir des gens qui viennent avec des nouvelles idées, des nouvelles méthodologies, des nouvelles cultures, etc. Et donc, en fait, l'entreprise, elle s'enrichit de ce mélange, et ça, j'en suis convaincu, elle s'enrichit de ce mélange, voilà, entre personnes, entre anciens, si on peut dire, et nouveaux. Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que patron, et en toute modestie, parce que je suis patron d'une toute petite boîte, on est 7 collaborateurs en France. Ce que je dis à mes collaborateurs, c'est l'objectif, c'est de vous accompagner et de vous apprendre des choses par l'interne, par des formations, etc. Et que vous puissiez vous-même évoluer. C'est pas de vous garder 10 ans chez ISDI et que voilà, je serais ravi si vous êtes performant et que vous apportez pendant 10 ans et que vous éclatez pendant 10 ans dans mon entreprise, c'est génial. Mais l'objectif, c'est que en tant qu'organisation, on puisse vous faire évoluer, vous apprendre des choses, vous puissiez vous enrichir personnellement et professionnellement, et puis qu'après, vous alliez chercher votre next step ailleurs. Je ne cherche pas à garder mes collaborateurs à tout prix. Je pense et je suis convaincu que c'est pour un manager, finalement, on dit toujours que un manager bloque ses meilleurs éléments pour évoluer, mais en fait, si mon concurrent veut recruter mon meilleur élément, bah ça me fait presque plaisir. Ça veut dire que j'ai fait du bon travail et que ce meilleur élément et que ce collaborateur, ben, il est suffisamment compétent pour qu'il soit attractif pour mon principal concurrent. Donc, et je pense que cette vision-là est la bonne, est une bonne vision. Je ne sais pas si c'est la bonne. J'ai pas assez d'expérience en fait pour te dire ce que, et pour faire pour avoir un discours de dire valeur absolue, mais c'est sûr que faire évoluer ses collaborateurs, c'est plutôt sain. Et donc former ses collaborateurs, c'est plutôt sain parce qu'on sent aussi en France, et je le sens au quotidien, une envie d'apprendre. Les gens ont envie d'apprendre. Les gens ont envie d'apprendre des nouvelles choses. Justement, ça faisait un peu partie de ce que je voulais dire pour conclure sur ce chapitre, c'était que souvent aussi la transformation digitale peut permettre de faire évoluer en interne des gens qui sont un peu sur un plafond de verre dans leur service ou sur leur métier, et ça peut leur donner justement d'autres compétences et évoluer dans la boîte sur des postes à responsabilité plus tard, ce que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément conscience au départ. Juste pour terminer sur la certif admin, donc du coup, via Trailhead Academy, c'est une formation qui dure combien de temps? Alors, la formation donc pour mener à la certification administrateur, c'est cette formation qu'on appelle d'ailleurs ADX 201 sur le marché. Hein, c'est un code que les gens utilisent pour parler de la certification, mais c'est bien la certification administrateur. Et la formation ADX 201, c'est une formation de 5 jours, assez intense, de 40 heures.
qui permet de préparer l'examen de certification. D'accord. Et donc, pas besoin d'avoir été sur Salesforce avant ou quand même un Non, pas minimum? du tout besoin d'avoir été sur D'accord. Salesforce avant. On peut être novice sur Salesforce et suivre cette formation. Ce qu'on conseille et ce qu'on envoie, nous, aux inscrits avant, c'est de suivre justement 1 ou 2 trailheads. Voilà, de passer 2-3 heures sur trailhead avant pour ne pas arriver non plus le lundi matin de manière totalement novice et en ayant appréhendé quelques concepts de base. Mais même ce trailhead, il est vivement recommandé, mais pas non plus obligatoire. On a des gens qui connaissent pas grand-chose à Salesforce et qui démarrent sur la Certif Admin. Voilà. On conseille quand même à des gens de faire Un minimum. Et donc ça, vous les avez pour toutes les certifs Salesforce? la grande majorité des La grande certifs majorité. Salesforce, voilà, des fréquences plus différentes selon les demandes forcément du marché, mais la grande majorité des certifs Salesforce. Des certifs Salesforce, des certifs MuleSoft, voilà, Tableau aussi, on s'est formé à Tableau. Et alors, quel est le pourcentage, si on reste sur l'ADX 201, c'est quel pourcentage de réussite? Alors, je n'ai pas les chiffres parce qu'en fait, comme tu le sais, l'examen de certification, il se fait avec Critérion, donc il y a une société tierce à Salesforce. Donc, en fait, il y a Salesforce qui me propose, qui me demande de délivrer des formations. C'est une certification Salesforce à laquelle tu te prépares avec ISDI et l'examen, tu le passes chez Critérion. Donc, ça fait 3 organismes. On ne partage pas la donnée, c'est-à-dire que et notamment pour des raisons RGPD. Moi, je suis pas capable de dire Christophe. Voilà, donc si tu me le dis pas, je le sais pas. Donc moi, je demande à ce que tu viens chez moi en formation, tu me passes un petit mail, tu me dis ah salut Victor, j'ai réussi ma certif. Mais en fait, de fait aujourd'hui, je le sais pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que c'était intéressant de savoir, par exemple, versus une formation autodidacte sur Trailhead, les taux de réussite, je ne les connais pas moi. Mais... Ce que je sais, c'est que c'est pas rare de se tromper à l'examen de certification. Et en général, on se rend compte de sa difficulté lorsqu'on passe la première fois, surtout pour surtout pour des personnes qui vont passer l'examen de certification pour la première fois. Voilà, c'est que après le premier examen qu'ils connaissent, voilà, qui sont habitués au QCM, à la typologie des questions, etc. Et puis forcément, on se met un peu la pression au premier examen, donc on a un peu peur. Ce qui est sûr, c'est que je crois que le taux de réussite des examens en moyenne sur Salesforce est de 50 à 60%. Je ne sais plus exactement, je ne préfère pas vous dire de bêtises, mais il est dans cette ordre de grandeur-là, je crois 60%. Et que passer par une formation Trailhead Academy chez ISDI, donc une formation ISDI, permet assez facilement de maximiser ses chances et de passer à 70-80%. C'est certain. Ça optimise les chances et surtout, ça va plus vite. La valeur d'une formation chez nous, c'est que plutôt de passer, c'est qu'en fait, on va faire 40 heures d'un coup en une semaine. Et souvent, les gens nous disent, bah, moi, mon patron m'a demandé d'être sur Trailhead, mais j'ai pas le temps parce que j'ai un job à côté, puis je rentre chez moi, j'ai ma famille, ou j'ai mes contraintes, chacun, c'est personnel. Donc, en fait, on peut prendre plusieurs mois à passer une certification Salesforce. Là, on fait un format un peu bootcamp où on dit à tous nos collègues, tous nos amis, toute notre famille, bah, écoute, cette semaine, je suis un peu busy, j'ai une formation. Et donc, en fait, ça permet vraiment d'accélérer les choses. Mais c'est aussi un mode d'apprentissage différent sur lequel certaines personnes se sentent à l'aise et d'autres moins. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, comme on intensifie un peu l'apprentissage, bah, si on passe l'examen 2-3 semaines après, parce qu'il faut quand même le réviser et le bachoter, hein, c'est comme le bac, on a beau suivre un an la terminale, il faut le bachoter et le préparer. L'examen de certificat Salesforce, c'est un peu pareil, il faut passer des quiz, s'habituer au type de questions, etc. Mais c'est sûr que les chances de réussite sont bien meilleures. Voilà. Après, finalement, tout le monde réussit la certif admin, j'ai envie de dire, parce que même ceux qui échouent 1 ou 2 fois, ce qui arrive, ce qui n'est pas grave, bah, ils repassent une 3e fois, ils l'ont. Donc voilà, il n'y a pas de taux d'échec à la certif admin finalement. C'est juste le nombre de tentatives qui change. C'est un peu le permis de conduire. Tout le monde l'a. Parfois, il y en a qui l'ont au bout de la première fois, puis d'autres au bout de la 6e fois, mais c'est pas grave, tout le monde conduit à la fin. Ouais, c'est exactement ça, ne pas lâcher. Alors, l'assertif en elle-même est payante. Hein. Alors, je ne sais plus le montant. Oui, $200. Voilà. Alors, des fois, souvent même, Salesforce donne des vouchers qui permettent d'avoir à moitié prix et tout ça. Donc, regardez. Alors, Salesforce et nos participants reçoivent aussi un voucher. On considère que ça fait partie de notre offre commerciale pour le coup. On considère qu'on te prépare à une certif. Et que donc, une formation qui coûte quand même un peu d'argent. Et donc, on considère que c'est assez naturel et assez logique de te proposer un voucher.
Ok, ça marche. Là, on va arriver vers la fin de cette interview. Je sais pas, une question qui me revient aussi souvent et pour lequel je n'ai pas forcément la réponse. Je ne sais pas si Victor, tu l'as pour les abonnés, mais est-ce qu'on peut rentrer dans l'environnement Salesforce sans certif? Ça, c'est vraiment une question. La question typique, c'est j'ai bossé 2 ans sur Salesforce, j'étais commercial, j'ai travaillé dessus, je veux me lancer en tant qu'admin, je postule, mais j'ai pas de certif, est-ce que c'est bloquant? En fait, j'ai pas la réponse à cette question. Cette question m'inspire néanmoins, c'est que rien n'est jamais impossible. Et il y a même pas mal de freelances, par exemple, sur le marché qui sont qui ont énormément de compétences sur Salesforce, qui connaissent Salesforce comme leur poche, tellement ils ont d'expérience dessus, etc., mais qui n'ont jamais pris le temps de passer les certifs. Ouais. Ce que je peux pressentir néanmoins, c'est que pour démarrer dans l'écosystème Salesforce, une certif va aider et va Ça va accélérer faciliter. les choses. Voilà, c'est pas voilà, je pense que non, c'est pas indispensable, mais que oui, ça aide et ça facilite l'entrée sur le marché. Disons que l'environnement actuel est plutôt favorable aux nouveaux entrants, donc parce qu'il y a quand même une pénurie de compétences sur Salesforce. Tu peux me corriger si je me trompe, mais que peut-être dans quelques années, ça ne sera pas le cas. Et là, on va demander des certifs, quoi. Plus souvent, on demandera est-ce que tu as fait des certifs et tout ça. Et là, ça peut devenir handicapant. Oui, oui. Et puis même pour les nouveaux entrants, je pense que si on a une certif, c'est plus facile. Ouais, exactement. Eh ben, je crois qu'on a fait pas mal, on a vu pas mal de choses. Est-ce que tu voudrais compléter un petit peu ton propos avec d'autres choses qu'on n'aurait pas vues? Non, je me tiens à la disposition de tout le monde pour répondre à d'autres questions. On est une équipe aussi commerciale qui peut répondre à pas mal de questions. Et puis voilà, notre unique ambition, nous, chez SD, c'est justement d'accompagner la montée en compétences de l'écosystème Salesforce sur l'ensemble des clouds de la plateforme. Donc voilà, et on souhaite vraiment apporter et avoir un positionnement de conseil en formation. Justement, si tu avais un conseil à donner pour une personne qui se lance sur Salesforce, dans l'environnement Salesforce, qui veut travailler dans l'environnement Salesforce. Un seul. Je sais pas si j'ai de conseils, parce que moi-même, j'ai pas forcément connu ça, mais en fait, je pense que je trouve que ce qui est génial dans l'écosystème Salesforce, c'est à la fois facile, ce que je vais dire, mais c'est la communauté, c'est qu'il faut pas hésiter à poser des questions, à se renseigner, etc. Et que la communauté Salesforce, que ce soit sur le site Trailblazer Community, que ce soit les user groups, que ce soit les sites web, Salesforce pour les nuls, il y en a d'autres aux États-Unis, que ce soit Nuki, etc., ou Trailhead. Voilà, il y a un nombre de ressources incroyables et qu'on peut être un peu perdu. Et que par contre, la force de l'écosystème Salesforce, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour répondre à nos questions. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous mentorer, pour nous filer 2-3 documents, etc. Et que donc, il faut vraiment pas hésiter à vaincre sa timidité et parfois la barrière que l'écran d'ordinateur peut mettre entre nous, parce que l'écosystème Salesforce est assez incroyable pour ça, d'entraide, de solidarité. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui pose une question ouverte sur LinkedIn, sur Salesforce, qui n'aura pas de réponse. Exactement. C'est vrai que Donc c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est assez puissant. Donc voilà, contactez-nous, contactez-moi, contactez n'importe qui, et on vous aidera forcément voilà, moi je suis de temps en temps sollicité par des gens pour des petits calls de 20-30 minutes. Parfois, je repousse de quelques semaines parce que je suis dans un rush au boulot, mais finalement, je finis toujours par prendre ces 20-30 minutes, une demi-heure, une heure pour échanger avec quelqu'un et le conseiller. Et j'ai pas du tout, enfin voilà, j'ai pas du tout la visibilité complète sur les opportunités de l'écosystème Salesforce, mais voilà, ça fait 4 ans que j'y navigue, et donc en tout cas le peu que je connais, je suis avec plaisir pour le partager. Super, et c'est vrai que ça, on le retrouve, c'est une constante. Bon, moi-même, modestement, j'essaye toujours de répondre aux gens qui me sollicitent. Souvent, enfin, quelquefois, malheureusement, je ne peux pas vraiment répondre à leurs questions, alors je les renvoie vers d'autres professionnels. Et cette série d'interviews qu'on commence avec toi, Victor,
ça permettra aussi peut-être, j'espère, de répondre à certaines questions. Donc, je tiens à dire que Salesforce pour les nuls, c'est un projet totalement bénévole, que ISDI n'a pas payé pour cette interview, que j'invite tous les autres personnes, toutes les boîtes de formation liées à Salesforce à me contacter s'ils veulent être interviewés. Il n'y a aucun problème. Donc, on a parlé beaucoup de ISDI, bien entendu, c'est normal, mais j'invite tout le monde à me contacter s'il y a lieu. Voilà, je te remercie beaucoup, Victor. Merci à toi, merci à tous, et puis bel été à tout le monde. Je vois qu'il fait beau à Paris aujourd'hui, ce qui m'enchante parce que la semaine dernière c'était l'enfer. Donc voilà, bel été à tout le monde et reposons-nous bien parce que je pense que c'est important. Merci beaucoup. Salut, Victor. Salut, à bientôt. Ciao.